Bonjour, bienvenue sur Tribune Libre, le nouveau média indépendant. Donc, je suis ravie d'accueillir pour cette première interview John-Éric Nielsen, qui est écrivain de romans policiers et pas uniquement. Tu as été, John-Éric, bonjour. Tu as été prof Bonjour. et tu as été aussi militaire, officier Saint-Cyrien. Voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta vie d'avant, avant d'en venir au grand réveil. Ouais, bah, je vais essayer de faire vite parce que j'ai eu plusieurs vies en une. Donc, ouais, j'ai d'abord été professeur d'allemand brièvement, puis j'ai été officier saint-cyrien exactement dans la cavalerie. Quand on vous parle de chars, vous savez, les léopards, les Leclerc, etc., bah, j'ai servi dessus. Donc, voilà, c'est ces engins que je connais bien. Et puis, après, je suis retourné dans l'éducation nationale pendant un moment comme conseiller principal d'éducation. Et maintenant, bah, voilà, déjà 8 ans que je suis écrivain. C'est vraiment mon métier, c'est mon activité professionnelle. Et donc, voilà, ça me fait, j'ai envie de dire, presque 4 vies en une pour l'instant. Tu as créé ta maison d'édition, si je ne me trompe pas. Ouais, en 2005, c'était un choix. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment on fonctionne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à obéir, entre guillemets. Et donc, bon, je pense que pour un éditeur, j'aurais été assez inconfortable. Et bah, en fait, ma patronne, mon éditrice, c'est mon épouse. Donc, ça va beaucoup mieux comme ça. C'est mieux. C'est plus agréable. Oui, Alors, je tiens à préciser on fait cette interview via Zoom puisque tu es à l'île Maurice. oui. Ah, j'ai un problème de son. Voilà, c'est mieux. Ah, C'est ok. bon. Ouais, on est de l'autre côté de la planète, dans l'hémisphère sud. On est à 200 kilomètres au nord-est de La Réunion, exactement. Et puis, bah, pour nous, c'est l'été en ce moment. Donc, de mon bureau, là, il fait 29 degrés. Et tu peux nous dire où tu es précisément? Ouais, c'est un village qui est très connu par les personnes qui visitent Maurice, puisque c'est un des villages les plus touristiques de l'île, c'est Chamarel. C'est là que vous avez la plus grande cascade de l'île qui fait plus de 100 mètres de haut. Vous avez un parc magnifique, la Terre des Sept Couleurs, qui est une grande curiosité géologique. Donc, Maurice, c'est des lagons, c'est la mer, mais c'est aussi la montagne, et c'est là que je vis. D'accord. Quelle est la spécialité de Chamarel? Chamarel, alors il y a une rhumerie qui est connue bientôt dans le monde entier. C'est le meilleur rhum de Chamarel, de l'île Maurice, est fabriqué dans la très belle rhumerie et très efficace rhumerie de Chamarel. Très bien. Et tu es là-bas depuis quelques années, c'est ça, à peu près, avant le Covid? Ah, j'ai perdu le son, Stéphanie. J'ai pas entendu ta question, pardon. Je disais, tu es là-bas depuis plusieurs années avec ta compagne, c'est ça? Oui, 3 ans dorénavant. D'accord. Rien à voir avec la crise dite sanitaire ou c'est un rapport? Oui, c'est un rapport. C'est la volonté un peu l'évolution de ce qui était en train de se produire en Europe et plus particulièrement chez nous en France. Et donc vraiment l'envie de prendre une distance, une vision décentrée et ne pas rester dans ce marasme. Et la possibilité en fait, on peut être écrivain un peu n'importe où. On peut écrire ses romans, c'est l'imaginaire qui fonctionne. Jules Verne écrivait à Amiens, il aurait très bien pu, je pense, écrire lui aussi à Maurice. Donc voilà, c'était ce choix de se décentrer et de prendre du recul et de l'oxygène par rapport à tout ce qu'on vivait au quotidien chez nous. Donc ça a été vraiment motivé par ça. Ouais. D'accord. Et justement, ça nous conduit au sujet qu'on veut développer aujourd'hui, cette idée de grand réveil que tu Ouais. développes depuis quelques mois, voire depuis 3 ans. Ouais, c'est une démarche intellectuelle. C'est-à-dire que dans des marchés, effectivement, il y a marché. Donc c'est un vrai cheminement que l'on fait. Il m'aura fallu 3 ans pour, je veux dire, prendre le recul nécessaire, relier les points logiques les uns après les autres, pour avoir une vision d'ensemble qui soit un peu plus fiable, un peu plus lucide. C'est l'hypothèse que j'ai. C'est vraiment oui, on peut appeler ça le grand réveil. C'est-à-dire que je pense, et c'est pour ça que je me permets d'intervenir et puis qu'on fait cette interview, ce sont des perspectives que je n'entends pas ou que je ne vois pas, ou en tout cas très rarement ailleurs, dans d'autres supports, d'autres médias, que je lis peu. Et donc, après avoir développé cette hypothèse-là, je trouvais intéressant de la soumettre, de la partager, parce que il me semble justement avoir fait tout ce chemin-là. C'est un peu comme quand on est confronté à un mur, parce que depuis 3 ans, quand même, on est face à un mur. On s'est pris en pleine poire, j'ai envie de dire, pour être un peu trivial. Et quand on est comme ça confronté à un mur, qu'on ne sait, voilà, que ça ne passe plus, la tentation, le réflexe, évidemment, de reculer, de faire 3, 4, 5 pas en arrière pour voir à quoi on est confronté. Et puis, on commençait à proposer des solutions. Sauf que, bah, évidemment, si on ne recule pas assez, eh bien, on ne verra pas les limites gauche et les limites droite de ce mur. On ne verra pas par où ça passe concrètement. Et les seules solutions que l'on trouvera, si on n'a pas cette distance-là, on sera toujours au milieu du quai. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent par te proposer, eh ben, on va repeindre le mur, comme ça on ne le verra plus, ou alors on va projeter quelque chose dessus.
Bah oui, sauf que le mur, il sera toujours là. Il y en a d'autres qui ont proposé, ah bah, on va regarder vers le ciel. Sauf que du ciel, bah, je vois venir du soleil, je vois venir de la pluie, mais je vois pas venir des solutions. Et donc, la seule solution, c'est qu'on fasse cette démarche, qu'on s'éloigne, qu'on prenne du recul de plus en plus. Et puis, donc, ma proposition pour cette interview, c'est de vous, de resserrer la focale, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible, là où je crois être allé, et puis ensuite d'aller donc du plus général vers le plus particulier pour rentrer un peu plus dans le quotidien, dans le concret après, et trouver des pistes, des projets, parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant, c'est une fois qu'on a vu les limites du mur, qu'est-ce qu'on fait? Par où on passe à gauche, à droite, on creuse en dessous, on passe par-dessus, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu t'inspires de ces questions dans tes œuvres actuelles? Oui, inévitablement. C'est-à-dire que quand on a fait cette démarche-là personnelle, inévitablement, ça va ressortir dans le positionnement des personnages. Parce que même si on n'est pas le personnage, évidemment, c'est vos mots qui sont dans la bouche du personnage. C'est un peu comme un réalisateur qui fait un casting, qui a choisi ses acteurs. Il n'empêche qu'il faut les diriger, ces acteurs. Il y aura toujours un petit peu de soi dedans. Il y avait une universitaire une fois qui avait travaillé sur un de mes tomes de romans policiers. Et je m'étais rendu compte, en lisant son travail après, c'était un doctorat, à quel point ce elle avait réussi à détecter c'est comme un coupable qui va laisser des traces sur une scène de crime. On laisse ces traces-là, on laisse son ADN dans ses personnages, dans sa construction, dans ses dialogues, et de façon tout à fait involontaire. Donc, ouais, il y a toujours un peu de soi dedans. Ouais. Et tu sens, quand tu parles de grand réveil, tu sens un peu ça chez ton lectorat? Tu as des échanges avec tes Oui. lecteurs dans les salons de Ah livres? oui. Ah ouais, l'année dernière, je suis rentré, j'ai fait 4 allers-retours entre Maurice et la France, et j'ai rencontré mais vraiment des milliers de personnes. C'est un chiffre assez incroyable. On a fait les comptes en fin d'année 2022. J'avais signé, dédicacé, donc ce qu'on appelle la vente directe, plus de 5 000 livres. Donc c'est autant de rencontres, autant d'échanges avec les uns avec les autres, et vraiment partout en France et même en Belgique. Et c'était vraiment frappant que voilà, il y avait une prise de conscience. Et ça, c'était indubitable. Et ça se voit également dans les blogs dorénavant. Et puis, des choses toutes bêtes. Il paraît que, comme on dit dans les chaînes d'intox, que les chiffres ne mentent pas. Ben, ils n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'on voit que leurs audiences sont en chute libre, tandis que l'audience de blog, j'ai mon ami Ronald Guillaumont qui s'occupe du site Profession Gendarme, c'est plus de 11 millions de vues en 2022. Ah, c'est Donc on est énorme. bien au-delà de ces chiffres-là. Ouais, donc on voit bien que ça s'inverse. C'est comme une balance. Les plateaux, c'est en train de s'inverser, ça bascule. Ce grand réveil, en fait, c'est une vraie bascule. Moi, des fois, pour donner une image, j'appelle ça un peu comme une faille du rift. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2020, c'est les débuts d'une faille du rift. Il y a 25 millions d'années, les plaques tectoniques font bouger l'Afrique, la partie est de l'Afrique, et puis les primates qui vont rester d'un côté vont rester des singes, et puis la nature évoluant de l'autre côté de cette nouvelle faille, eh bien, les primates vont se redresser, vont devenir des humains. Ça commence comme ça, quoi. Et donc, il y a vraiment quelque chose de définitif, de vraiment de. C'est irréversible. Ce qui s'est passé avec la faille du Rift, c'est aussi irréversible, à mon sens, ce qui s'est produit il y a 3 ans. C'est-à-dire que cette faille du Rift, pour moi, elle est cognitive. C'est-à-dire qu'on est resté d'un côté ou on est parti de l'autre. Et de l'autre côté, bah, c'est pas confortable parce que c'est une zone nouvelle que l'on ne connaît pas. C'est un peu comme partir dans le désert. Alors, on pourrait espérer qu'il y ait une oasis, mais on a fait quand même ce choix pour ceux qui pensent, qui s'efforcent d'être réveillés, on a fait ce choix de ne pas rester du côté où on nous demandait de rester. On est allé voir là où on nous disait de ne pas aller voir. Et donc, qu'on le veuille ou non, cette faille cognitive, elle s'est opérée. C'est un peu comme le mythe de la caverne de Platon. Les gens sont sortis de la caverne et se sont rendus compte que dans la caverne, c'était de l'illusion, c'était des mirages. Une fois que vous êtes sorti de la caverne, vous ne revenez pas. C'est terminé. Et je pense que c'est vraiment le centre de ma réflexion. C'est vraiment ce qui la domine. C'est que pour moi, on n'a toujours pas pris l'ampleur de ce qui s'est produit il y a 3 ans, de cette faille-là, de cette scission-là. L'ampleur, elle est gigantesque. Elle va avoir des conséquences. C'est comme une vague de fond qui va arriver et ça ne va plus arrêter. C'est inarrêtable, c'est inéluctable. Il y a un changement qui s'est opéré. Et pour l'exprimer, ce grand réveil, pour l'exprimer dans d'autres mots, c'est un peu comme si l'humanité, en fait, sortait de l'enfance et elle rentre dans l'âge adulte. C'est ça pour moi, cette faille cognitive. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens ont vu, les gens savent, ils ont compris, il s'est passé quelque chose. Il ne s'est pas rien passé, ce n'est pas une anecdote. Et puisque le plan des mondialistes a échoué, eh bien, on est là, on a vu, ils se sont montrés. C'est comme, pour donner une autre image, c'est comme Pearl Harbor, quoi. C'est Pearl Harbor, ok, vous prenez tout le monde par surprise. On s'en prend plein la poire. Et on pense que C'est c'est une crise perdu. d'adolescence, selon toi. C'est- Oui, ouais, on est vraiment là-dedans. Et les prémices, c'est vraiment les gilets jaunes. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout d'un coup,
parce que ben, on en a fait partie, on était avec eux ce 17 novembre. On y est allé, on était content d'être là. Il se passait quelque chose. Et ce que j'ai trouvé très symptomatique, c'est cette volonté des Gilets jaunes de ne jamais désigner un chef. Il ne devait pas y avoir de chef. Et ça, c'est symptomatique, c'est emblématique de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est ce que je voudrais développer, c'est que si on dit que maintenant l'humanité entre dans l'âge adulte, donc imaginons qu'il y a un homo maturis, un homme de la maturité, ça veut dire qu'il y a un homo pueri, il y a un homme de l'enfance. Et ça, c'est ce que les Gilets jaunes, ils sont les premiers à franchir la ligne, je trouve. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce sont ces groupes qui se fédèrent, qui s'organisent sans chef. Et si le pouvoir de l'État français avait laissé les ronds-points s'installer, c'est effectivement la fin du pouvoir de l'État. C'est-à-dire que ces ronds-points-là se seraient organisés, se seraient coagulés de façon différente et auraient inventé des systèmes de fonctionnement très différents et beaucoup plus démocratiques, réellement démocratiques. Avec C'est ce qui était en cours. des Et si pouvoirs l'État... de proximité, en fait. Avec du pouvoir de Oui, proximité. tout à fait. Ouais, et quand tu dis trop proximité, en fait, c'est ces structures pyramidales. C'est-à-dire que si il y a un homme-enfant, les structures pyramidales, elles vont de pair avec ça. C'est une construction logique. Si l'homme, même adulte, reste enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a besoin d'une figure d'autorité pour grandir, pour avancer. Il se projette dans cette figure d'autorité. Et cette projection-là, eh bien, va se transformer en ce sera un président, ce sera un petit Jésus, ce sera tout ce que vous voulez, une figure d'autorité patriarcale qui vous laisse enfant, qui vous rend enfant. C'est le Père Noël. On croit, l'homme enfant, il croit dans quelque chose. Il est crédule concrètement. Et donc, ça va créer, pour moi, ces structures pyramidales. Et puis, c'est tellement confortable, l'enfance. C'est ce qu'on appelle le confort de l'enfance. Vous ne décidez pas, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable parce que vous n'avez pas décidé, vous n'êtes pas responsable. Et puis, vous ne vous trompez jamais, puisque ce n'est pas vous qui avez décidé. C'est vraiment ça le Déresponsabilité, confort de l'enfant. bien sûr. Ouais. Et donc, quand cette faille du rift cognitive en 2020 arrive, c'est tellement plus confortable de rester là où on est. On n'a pas à réfléchir, on ne va pas se tromper. C'est toujours bon, puisque la télévision vous dit que si vous suivez, vous avez bon. Si vous votez pour le candidat qui est en tête d'élection, vous avez bon, vous ne vous trompez jamais. C'est pas génial, ça. Mais vous restez enfant. Vous Vous restez obéissez. enfant. C'est l'obéissance. Ouais, soyez sage. Écoutez ce qu'on vous dit en télévision. C'est la récréation est finie. La récréation, c'est fini, mais on parle à des enfants. Vous savez, on entend bien ce que l'on appelle des politiques. J'ai d'autres mots pour politique. Enfin bref. Ok, Euh, on verra après, d'accord. quand on sera un peu plus chaud. Ok. Mais voilà, ils font de la pédagogie. On fait de la pédagogie avec des gamins, quoi. J'ai été conseiller principal d'éducation. C'est normal de faire de la pédagogie avec des enfants, c'est sain. Et C'est après, il faut éduquer, savoir grandir. dire non. Enfin voilà, Mm. c'est ça. Mais sauf qu'il y a un moment, on verra, j'essaierai de développer après pourquoi, on est arrivé au bout de ce système-là. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est symptomatique de ça. Cette phase-là, notre évolution, elle est terminée. Des hommes adultes, il y en a toujours eu. Platon est un homme adulte. Euh, Galilée, etc., étaient des hommes adultes. Sauf que on n'était pas arrivé au bout du système. Et maintenant, on est vraiment au bout du bout. J'essaierai de le développer avec cette histoire de village mondial. Le système est au bout. Et Et tu, donc, ce qui a fait le succès, oui, tu penses que chez les personnes qui ne sont pas encore tout à fait conscientes de ça, il y a quelque chose qui bouge dans l'inconscient? ouais, parce qu'ils sentent bien qu'il se passe quelque chose. Et pourquoi ils vont le sentir? Parce que la réalité, c'est en fait le seul mur qui vaille la peine, c'est le mur de la réalité. Et là, on le touche, quoi. On est vraiment dessus. C'est-à-dire que dorénavant, manifester, faire des pétitions, voter, c'est envoyer des lettres au Père Noël. Parce qu'on va rester dans cette vision-là, où les enfants ont besoin d'un Père Noël. OK. Mais quand vous faites tout ça, vous envoyez des lettres au Père Noël. Et vous avez remarqué que les Pères Noël étaient devenus des pères fouettards. Les cadeaux, ils ne vous les envoient plus. Ils vous envoient plutôt des coups de bâton. Et les lutins qui vous envoient pour discuter avec vous sont pas trop sympas, quoi. Donc, la donne a changé. Ou alors, c'est comme si vous alliez au théâtre de Guignol et que vous parliez à la marionnette en pensant qu'elle est vivante. Absolument. On est à côté de la plaque. Et les gilets jaunes étaient là. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ils ont été les premiers à nous dire, on n'a pas besoin de ça, on n'en a plus besoin. Ces figures d'autorité patriarcale, le chef, on n'en a pas besoin, on est adulte. On pense par nous-mêmes, nous sommes le peuple, nous pensons et nous agissons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc c'est Ils ce étaient qu'ils ont déjà essayé. plus dans la démocratie. Oui, absolument, pardon. C'est ce qu'ils ont essayé de mettre en place avec le RIC.
L'idée du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. C'est ça. Étienne Chouard a donné des outils qui sont vraiment précieux pour ces structures-là. C'est-à-dire que les outils que Chouard, par exemple, a dégagés par tout son travail et que les Gilets jaunes, entre autres, sont prêts à s'approprier, ne peuvent fonctionner que dans des structures qui ne sont plus l'État, que dans des structures qui ne sont plus pyramidales, qui, au lieu d'être verticales, vont être horizontales. C'est des outils qui fonctionnent, mais pas dans ces structures-là. Et ce sont des outils destinés à l'homme adulte. C'est-à-dire que vous ne faites pas conduire une voiture à un gamin, quoi. Ben là, c'est pareil. Sauf que les gilets jaunes et nous tous qui sommes vraiment plus que réveillés, on s'est rendu compte que la voiture, on savait la conduire maintenant. Et qu'on n'a pas besoin de monter à l'arrière avec une ceinture attachée. On est capable de prendre le volant. Et c'est nous qui allons décider où on va. C'est là qu'est toute la différence. Et je pense que c'est vraiment ça qui s'est produit depuis 2020, c'est qu'on a pris conscience de ça. Surtout que le conducteur de la voiture, il nous emmène dans le mur. Le conducteur de la voiture, il est devenu fou. Volontairement, selon Et donc, on toi, n'a pas envie d'aller avec lui. Et c'est vraiment ça, à mon sens, qui se passe. est-ce que le pilote Oui envoie et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ils sont à la fois le fruit d'un système, c'est-à-dire que tous ces oligarques, c'est pas oligarques, c'est des hologrammes. Ils sont la projection des fantasmes de l'homme enfant. Parce que s'ils sont des Pères Noël, eux, ils savent que c'est des Pères Noël. Ils savent qu'ils sont sous un déguisement. Ils savent qu'ils n'ont aucun pouvoir particulier. Et d'ailleurs, pour garder le contrôle des enfants, pour rester des Pères Noël, de quoi ils vont utiliser, puisqu'ils ont affaire des enfants, ils vont utiliser la culpabilité et la peur. C'est comme ça qu'on fonctionne avec des enfants quand on veut les tenir en laisse. C'est ce qu'ils font. Donc, ce sont des Pères Noël. Et ils savent qu'ils sont des Pères Noël. Il ne faut donc pas s'étonner qu'on ait affaire à des tordus, à des pervers, parce que eux, ils savent qu'ils mentent. Depuis le début, ils mentent. C'est les hommes-enfants qui ont bien voulu qu'ils soient là où ils sont. Sauf que eux, ils savent très bien qu'ils n'ont jamais mérité d'être là. Ils n'ont pas de pouvoir supplémentaire. Ils sont pas le petit Jésus, ils sont pas le Père Noël, ils sont pas le président. Ils sont comme, ils sont comme nous, sauf ils profitent de ça. Mais dans le même temps, ce qui se produit, c'est que être Père Noël en Laponie, ça c'est limite. Parce que même s'ils veulent plus nous donner les cadeaux et qu'ils gardent tous les cadeaux sous le coude, sauf qu'ils sont en Laponie tout seuls avec leurs cadeaux, et passons l'expression, mais ils s'emmerdent, quoi. En plus, ils sont entourés que par des lutins, donc c'est comme ça qu'on finit pédophile. C'est un peu ce qui leur arrive. Et puis, il y a un peu de ça. Et ils sont prisonniers de leur rôle. Ils sont prisonniers des hommes-enfants. Tu as une absolument. question, Stéphanie? J'ai une question, surtout, on va faire une mini-interruption pour relancer Ok. notre réunion. À tout de suite, Jean-Éric. Jean-Éric, oui, c'est la suite du Grand Réveil, le Grand Réveil 2. Voilà, nous avons relancé la réunion. Ouais. On en était au Père Noël qui peut être une ordure. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des Pères Noël qui se croient réels. Dorénavant, ils pensent qu'ils existent vraiment. Et ils en ont tellement marre des enfants qu'ils ont envie de l'espace pour eux simplement. Donc il y a ce phénomène-là, cette agression des vrais faux Pères Noël par rapport aux enfants qui leur demandent d'être là. Et dans le même temps, il y a de moins en moins d'enfants. Ils sont comme nous, ils se réveillent et ils ne croient plus au Père Noël. Donc en fait, si les enfants sont les projecteurs qui donnent naissance à ces hologrammes, à ces oligarques, eh bien déjà, vous avez les oligarques qui cassent eux-mêmes les projecteurs, et puis il y a les projecteurs qui s'éteignent. Donc inévitablement, là aussi c'est inéluctable, ça va s'éteindre. Donc j'ai presque envie de dire que, à mon sens, on ira vers une transition quelque part en douceur. C'est-à-dire que cet homme-enfant a fait son temps, il évolue, il change, et donc on aura d'autres structures, ils vont nous laisser l'espace. Alors en ce moment, on est en pleine phase de crise, et donc c'est la lutte entre les deux. C'est là que ça tire le plus, mais ça va évoluer. Je pense les sociétés vont basculer différemment. Alors maintenant, pour l'homme adulte, ça va être une transition difficile parce qu'il va bien falloir avancer vers l'inconnu. C'est-à-dire que tout d'un coup, si on accepte d'être ces hommes adultes, eh bien là, il va falloir décider par nous-mêmes, décider de ce que l'on fait, de la direction, être responsable, c'est-à-dire assumer aussi les erreurs, quoi. Et donc ça, et assumer de se tromper. C'est ça être adulte. C'est inconfortable. Et Oui, c'est c'est pour ça que nous tous, inconfortable. Et c'est faire des choix et on on assume le les vit, conséquences. Donc c'est un choix de civilisation, finalement. C'est transhumanisme ou pas transhumanisme. C'est c'est instinct de ça. Et conservation ou pas. on reste des hommes adultes. On Mm. reste des hommes, mais en plus adultes. Et cet inconfort, on l'a tous vécu, on l'a tous subi par nos choix. C'est-à-dire qu'on a dit non, on ne va pas par là. Parce qu'on sent, par là, c'est la mort. Et on a choisi de vivre.
Et vivre, c'est se battre. C'est Élie de Saint-Marc qui était un grand résistant qui disait que vivre, c'est se battre. On a choisi de se battre, on a choisi d'avoir peur et de se prendre des coups dans la figure. Mais c'est le choix que l'on a fait. Et donc, c'est ça être adulte. On a fait, on a choisi l'inconfort. Et heureusement qu'on l'a choisi, j'ai envie de dire. Mais tout ça va avoir des conséquences. Ça veut dire que c'est presque mécanique. C'est-à-dire que si les hommes-enfants donnent naissance à des structures pyramidales avec des figures de chefs, la tribu, le village, l'État, l'empire, en fait, c'est une seule et même structure à chaque fois qui n'a pas arrêté de grandir. euh, c'est terminé tout ça. C'est-à-dire que on va aller vers de l'horizontal, on va tout se réapproprier. C'est-à-dire que, par exemple, dire démocratie représentative, ça n'a pas de sens. Les deux termes s'annulent. Soit c'est une démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, soit c'est représentatif et donc c'est le pouvoir du représentant. On voit bien ce qui se passe. C'est leur pouvoir, c'est plus le nôtre. Et au sein d'un État, tout est aliéné. Votre force de travail est aliénée. Votre, euh, votre violence est aliénée. Il faut faire confiance, il faut croire. Sauf que le jour où les Pères Noël se transforment en ordures ou en Père Fouettard, c'est terminé, ça marche plus, quoi. Et est-ce que c'est des utopies quand je dis ça, qu'on va aller vers des systèmes horizontaux? Ben non, c'est pas une utopie. Parce que ça a déjà existé. Ça a déjà existé pendant des millénaires. Nous faire croire qu'on ne peut vivre qu'au sein d'un État avec un président, un Premier ministre, un chef, un petit Jésus, des Pères Noël et des lutins, c'est faux. C'est faux. Allez lire Pierre Clastre, qui est un anthropologue qui a travaillé sur les tribus d'Amérique du Sud, et vous verrez comment ces structures ont fonctionné à l'équilibre pendant des millénaires. Est-ce que c'était des sous-développés? Ah bon? Quand vous travaillez, donc c'est des sociétés qui n'avaient pas de chef. On n'appelait pas ça un chef, en fait, c'était des modérateurs. D'accord. C'était des personnes qui n'avaient pas de pouvoir, qui faisaient une modération, c'est-à-dire qui apportaient la paix, qui ne cherchaient pas le pouvoir et auxquels on ne leur donnait pas, quoi. Il n'y avait aucun chef. Une Et forme croyez-vous que ce sont des... C'était des sages, hein. Il y avait une forme de sagesse. Il y a une forme de sagesse. Et croyez-vous que ce sont des sous-développés quand, par exemple, vous travaillez pour survivre, pour vos besoins, 3 4 heures par jour maximum, et que le reste du temps, vous le consacrez à votre famille, à vos enfants, à l'éducation, au jeu? Vous appelez ça des sous-développés, vous? Non, c'est une forme de progrès par Pas le un peu. bien-être, le mieux-être. C'est ça. C'est maintenant, et puis je peux vous emmener sur des îles comme Saint-Kilda en Écosse, qui pendant 2000 ans a vécu comme ça une communauté où il n'y avait absolument aucun chef, où il n'y avait pas de loi, où voilà, c'était les personnes se réunissaient au quotidien pour décider ensemble. Ce sont des démocraties véritables qui ont existé et qui ont tenu pendant des millénaires. Donc, allez lire Pierre Clastre, un anthropologue qui est malheureusement décédé, et ses œuvres, elles sont juste majeures. Et ça vous donnera une idée, ça vous démontrera que ce ne sont pas des utopies. Quand on vous dit des utopies, c'est pour vous faire peur. Ça peut fonctionner. Maintenant, il y a une contrainte. Il y a une limite à ce que je dis. C'est-à-dire que ces ensembles, et là aussi Pierre Clastre le démontre, ne tiennent que quand ce sont des ensembles restreints. Oui, C'est-à-dire que si vous prenez une... Voilà, c'est ça. c'est Quand la pour taille de la locaux. communauté, Il faut que ça reste local, en fait. Sinon, ça tient pas. c'est ça. Ça ne tient pas. En revanche, il faut voir ces limites-là. Ces démocraties directes, absolument directes, fonctionnent sur des petits ensembles de quelques milliers d'individus, de quelques milliers de personnes. Au-delà, ça bascule vers des structures étatiques où on dépossède l'individu de ses pouvoirs et il devient au service d'un collectif. Là, on change de braquet, quoi. Maintenant, ce que Pierre Clastre démontre, c'est que vous aviez des territoires dont la dimension était équivalente à l'Europe qui fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire que les tribus parlaient une même langue et vous pouviez changer d'une tribu et passer à une tribu qui était à 2000 km, vous retrouviez la même langue, vous retrouviez les mêmes coutumes. Et pour autant, il n'y avait pas d'État. Donc, c'est jouable. Mais du coup, c'est pas un maillage, enfin, c'est pas vertical, c'est un maillage horizontal. Ça fonctionnait vraiment comme ça. Donc, Donc, et je pense qu'avec c'est à l'inverse, c'est à rebours de la globalisation, de la mondialisation. ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la globalisation s'arrête. Et c'est pour ça qu'on est dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on est devenu le village mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit de la planète qui n'est pas en contact avec l'autre. C'est-à-dire que cette croissance des sociétés, on va dire, de l'homme-enfant, a atteint sa limite. La planète a ses limites. Voilà, c'est fini, c'est un système fini. Et donc, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que ce système qui était en mouvement, qui est un système chaud, est à l'étal. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un système qui est à l'équilibre. C'est remplissez votre bassine, l'eau bouge, etc. Tout va bien. Une fois que vous avez fini de remplir votre bassine, qu'elle est au bord, eh ben, l'eau ne bouge plus.
Et là, vous allez commencer à avoir de la moisissure, de la pourriture. C'est exactement ça qui nous arrive. Tous ces oligarques, toutes ces sociétés qui s'effondrent, c'est de la pourriture, quoi. Parce que le système est à l'équilibre. C'est devenu un système froid. Et donc, il est voué à l'entropie. C'est de la bonne vie physique, quoi. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est et la faute des oligarques et c'est pas leur faute. C'est-à-dire que si on avait, je dis n'importe quoi, mais une planète à conquérir, L'entropie, on avait c'est la destruction, c'est la mort, hein, c'est pour préciser. c'est la mort. Ouais. C'est la mort. Parce que le système, il est à l'équilibre, il ne peut pas aller plus loin. C'est le système capitaliste qui est au bout. Donc maintenant, on peut vous raconter n'importe quoi, mais voilà, on est juste au bout. Donc il va falloir recompartimenter, il va falloir recloisonner. La nature a besoin de diversité. Et Absolument. si tout. Ouais, Et je vous donne un, pardon, vas-y, dis, excuse-moi, je vais pas te juste couper. non, pour illustrer ça, Stéphanie, c'est aller lire un auteur qui s'appelle William Golding. William Golding, c'est un Britannique qui a été prix Nobel de littérature. Ça ne veut pas tout dire, mais ça compte quand même. Il a écrit son ouvrage majeur, c'est Sa Majesté des mouches, The Oui, Lord of the Flies en anglais. je l'ai lu il y a C'est longtemps. ça, c'est la métaphore d'une société qui ne serait gouvernée que par et pour des enfants. Ça part en eau de boudin, parce qu'ils sont tout seuls sur leur île et ils sont entre eux. Et on en est là. Notre planète est devenue l'île de Sa Majesté des mouches. Ils sont entre eux, ils sont entre enfants. Ça fait Et penser à la à la citation fin, Malheur au pays qui élit un enfant, c'est ça, comme roi. c'est ça, c'est C'est ça. ça. Mais on élit tous les pays élisent des rois. Les rois sont tous des enfants, ils sont des projections ce sont des figures patriarcales qui sont les projections, les fantasmes des enfants. Et donc notre planète, c'est l'île de William Golding, de Sa Majesté des Mouches. Et ça se termine comment? Ça se termine en tyrannie, ça se termine en meurtre, et ça se termine en service de Belzébuth. Sa Majesté des Mouches, c'est le nom hébreu de Belzébuth. On est dedans, quoi. On est On est vraiment dedans. dedans. Et comment tu penses que l'Occident hyper matérialiste peut se sortir de cette crise? Tu projettes la suite comment, toi? Enfin, c'est pas évident de se prononcer, mais parce que ça va être compliqué, ça va être très long peut-être. Ben, ouais. Oui, ça va être long. Mais enfin, il y a quand même enfin, comment vous dire? Effectivement, puis tout d'un coup, c'est comme un volcan qui ne bouge pas pendant 2000 ans. Puis tout d'un coup, le jour où ça pète, ça pète. Donc on aura droit à ça. C'est-à-dire que c'est en train de bouger. Les plaques tectoniques sont en train de bouger. Mais en fait, que ce soit l'Occident, que ce soit les BRICS, tout le monde est mort. Tout le monde est fini, Stéphanie. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ukraine, par exemple, c'est vraiment c'est tectonique des plaques en Ukraine. C'est-à-dire que vous avez les sociétés de thèse qui sont les sociétés collectives de la Russie, de l'Inde ou de la Chine, où le collectif prend le pas sur l'individu. La société occidentale, c'est l'antithèse qui est apparue après, où là, c'est l'individu qui prend le pas sur le collectif. Mm. Et ça fait sa force. Ça fait sa force. C'est ce qui a fait que l'Occident est allé un peu plus loin et s'est développé plus. Sauf que maintenant, on voit bien en Ukraine, ça s'oppose entre société holiste et société individualiste. Sauf qu'en fait, la thèse et l'antithèse, on va se transformer en Hegel, il y aura une synthèse. La synthèse, c'est la sortie de cet âge d'opposition enfance vers l'âge adulte de l'humanité, où l'individu ne sera pas un individu, sera une personne. Et une personne, elle a conscience d'être et le je et le nous. La personne, l'homme adulte, l'homme de la maturité, il aura conscience, ce sera en lui intrinsèquement d'être, il sera à la fois l'homme je et l'homme nous. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de figure d'autorité patriarcale, il n'aura pas besoin de se projeter, il n'aura pas besoin de Père Noël, il n'attendra pas les cadeaux du Père Noël, il va y aller tout seul, quoi. Donc C'est, tu crois à une société avec une forme de contrat entre les individus? complètement, c'est ça. Je sais que Pierre Verreg, que tu Éric connais bien, Verhaeghe, qui est libertarien, Éric absolument, Verreg, il pardon. croit fortement à ça. Ouais, Éric. Mhm. Oui, c'est inévitable. Et les Gilets jaunes ont été les prémices de ça. Et d'ailleurs, il faut arrêter de les appeler les Gilets jaunes. Moi, je les appelle les habits de lumière. Oui, Parce absolument. que c'est eux qui ont raison. Ce sont des êtres de lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière. Ce sont des Nous sommes êtres tous. fortement politisés, avec oui, une conscience politique développée, donc souvent un savoir assez poussé en fait sur la question. Parce que les sociétés qui ont existé, dont je vous parlais, les conflits se réglaient en interne. C'est-à-dire que quand il y en a un qui commence à marcher sur les pieds de l'autre, eh ben on va le voir. Et puis on lui dit. Et puis il passe un sale quart d'heure. Et la sanction ultime de ces sociétés-là, c'était le bannissement. Mhm. On ne mettait pas une prison avec des gardiens, etc. Et il n'y avait pas de loi. C'est-à-dire que si on met en place des lois et qu'on les grave dans le marbre, à partir du moment où vous avez des lois gravées dans le marbre, vous créez en même temps des gardiens de la loi. Et ça recommence. Si vous mettez des lois, vous avez besoin des gardiens. Si vous créez des clôtures, il faudra quelqu'un pour surveiller les clôtures. Si on recrée le même Et système, c'est on arrivera au même résultat. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est classique. exactement.
Sauf Et, que ça ne va pas s'opérer du jour au lendemain, il y aura forcément des phases transitoires. Je pense que la phase transitoire, c'est déjà de réduire les volumes, de recompartimenter, de recloisonner. C'est ce qui se passe. Les BRICS vont prendre le dessus et d'un monde unipolaire, on va déjà vers un monde multipolaire. Mais c'est une première phase, parce qu'ensuite, ça va décroître. Et je ne serais pas étonné qu'ensuite, on passe à des États de taille plus réduite. Est-ce que Monaco, est-ce que Andorre, est-ce que le Liechtenstein, est-ce que la Suisse vivent plus mal que les empires? Évidemment, non. Ils et sont même plus riches. c'est préférable. D'ailleurs, dans une intervention assez récente, Elon Musk disait qu'il valait mieux un monde multipolaire, parce que quand les civilisations s'effondrent, il y en a toujours une pour prendre le relais. Si on est une seule et unique civilisation globalisée, en fait, le jour où on s'effondre, bah, l'humanité disparaît, en fait. Le C'est ça. risque est d'être fin à tous. Ouais. Il y aura une transition qui prendra le temps qu'elle prendra, euh, à part je ne sais quel événement improbable. C'est des choses qu'on n'ira pas, nous, avec notre dimension humaine, je pense qu'on ne verra pas cette phase-là. On va l'accompagner, on peut l'initier, on peut la suggérer, et être là pour justement l'emmener dans cette direction-là, mais ça prendra évidemment du temps. Et je pense que l'homme adulte, l'homme de la maturité, sera capable de gérer ces communautés-là de façon totalement, j'ai envie de dire, oui, adulte, responsable, en ayant conscience, en étant à la fois l'homme collectif et en étant à la fois l'individu. C'est ça la personne. Elle a conscience d'être à la fois et l'individu et la collectivité. Et ça marche. Surtout qu'après l'expérience qu'on en aura tous eue, après le choc qu'on s'est pris, personne ne va revenir en arrière, hein. On aura compris comment ça se passe. Parce que ma lecture de ce qui s'est passé, c'est déjà, il ne faut pas employer les mots de l'ennemi. C'est-à-dire que la dissonance cognitive, elle vient de là. C'était des pièges d'utiliser les termes vaccin, confinement. Enfin, il ne faut pas parler la langue de l'ennemi. Si tu commences à parler comme l'ennemi, tu penses comme l'ennemi. Et il y a 70 ans, les gens qui parlaient comme l'ennemi, c'était les capots et les collabos. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut se rapproprier le vocabulaire aussi. C'est décisif. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est pas, enfin, c'est le parquage et le marquage du bétail. On a parqué le bétail, le confinement, pour pouvoir le marquer, ce qu'ils ont appelé la vaccination. C'est un parquage et un marquage du bétail. Il ne s'est rien passé d'autre que ça. Parce que d'où ça vient? Ça vient des États-Unis. Leur culture, c'est enfin, c'est les cow-boys. On va regrouper le bétail, on va le pousser pour le marquer. Mais une fois que vous avez parqué et marqué le bétail, c'est quoi la troisième étape? Et on est dedans, on est dedans. C'est on va vendre le bétail, se répartir le bétail entre propriétaires. Et puis ensuite, on va l'abattre pour la viande. Donc on va prendre les données, mais on va prendre les corps aussi. Et si les gens se laissent emmener dans les parcs et se laissent marquer comme du bétail, il leur arrivera la troisième étape. Ils seront traités comme des données commercialisés et ils seront exploités pour leur viande, pour leur corps. Il ne se passera rien d'autre. Dans un élevage, dans un ranch, il ne se passe rien d'autre que ça. Et il se passera ça. Parce qu'il ne s'est passé ça. Ça a eu cette violence-là. C'était cette violence-là qu'on a subie. Il ne s'est rien passé d'autre, quoi. Et qu'on vienne me parler d'État, d'assemblée, d'élections, c'est des hologrammes, c'est des mirages. Les pays, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il n'y a qu'à voir ce que l'OMS voudrait qu'on signe, c'est la dissolution, ça pourrit sur pied des États-nations. Et ça va se produire, parce qu'ils n'existent déjà plus, ce sont déjà des hologrammes. Et face à ces attaques-là, face à cette disparition, c'est-à-dire qu'à ce monde qui nous échappe, qui n'est plus que virtuel, parce que tout ce qu'on imaginait, comme je disais, hein, manifester, voter, etc., enfin, c'est parler à Guignol, quoi, en pensant que Guignol est vivant. Donc ça, c'est une folie. Et donc par rapport à cette agression-là, dans ce monde qui s'est transformé totalement, on est tous rentrés, en tout cas pour les gens qui sont éveillés, on est tous rentrés en murmuration. C'est-à-dire que c'est pas un néologisme. Le néologisme, c'est de la novlangue, c'est les macronistes, c'est les sectes, hein. C'est eux qui font de la novlangue, c'est eux qui inventent des mots. Non, non, employons les vrais mots. La murmuration, en fait, c'est un phénomène c'est un terme qui convient, qui a été inventé pour les vols d'étourneaux. Lorsque les étourneaux sont agressés, ils vont se mettre en murmuration. C'est ces nuées d'oiseaux qui viennent, c'est une onde, en fait, c'est une vague. Et chaque individu de la nuée d'oiseaux contribue à cette murmuration. Et c'est en fait un système défensif. C'est tirer un missile à travers une nuée d'oiseaux, il n'y aura pas un mort, hein. Tirer une torpille à travers un banc de poissons, il n'y aura pas un mort non plus. Et c'est ce que collectivement, en tout cas pour les gens qui se sont réveillés, on a fait instinctivement. On s'est mis en murmuration. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les individus qui composent les murmurations, ça a été étudié. Quand un oiseau bouge, il va avoir une influence sur maximum 7 de ses congénères.
C'est-à-dire qu'il va toucher cet individu autour de lui. Et c'est comme ça que tous les saints, toute la nuée, tout le banc de poissons va évoluer. C'est-à-dire que, en fait, on s'est tous sentis isolés. On a tous eu cette sensation-là. Mais on en connaissait 4, 5, 6, 7 autour de nous. Et ça suffisait, en fait. Ça suffisait pour déclencher la vague. La vague de la murmuration, elle est déjà partie, elle existe. Nous en faisons partie. Alors, on la voit par notre petit bout de la lorgnette, on la voit par l'intermédiaire de ceux que l'on côtoie, par l'intermédiaire de ceux qui nous font bouger et que l'on fait bouger réciproquement. Et c'est tout ce que l'on voit parce qu'une murmuration, ça fonctionne comme ça. Mais face à cette attaque, à cette agression, on est tous rentrés en murmuration, en tout cas pour les gens qui vivaient encore, quoi, qui n'étaient pas pieds poings liés dans le narratif. Et d'ailleurs, on disait que nos médias indépendants qui fleurissent un petit peu, dont Tribune Libre qui commence sa vie, participent à cette murmuration, parce que finalement, on se dit qu'ils aient une petite ou une grosse audience, ils apportent quelque chose à l'édifice de ce murmure qui se met en place. C'est ça, c'est exactement ça. C'est cette vague qu'on ne voit pas venir. C'est-à-dire que la vague, elle est dans cette murmuration qui s'est créée à l'échelon planétaire. Nous sommes dorénavant des millions et des millions à avoir pris conscience de ça, à savoir ce que l'on veut, à savoir ce qu'ils font. On n'est plus dupe, on n'est pas crédule. On est devenu adulte et on n'a qu'une envie, c'est de prendre notre destin en main. Tout ce qu'ils nous proposent, toutes ces structures pyramidales, c'est fini. Ça ne marche plus. On sait conduire la voiture. On ne se laissera plus sangler à l'arrière pour nous emmener je ne sais où. C'est terminé. On est sorti de la voiture. Donc Et on est tous là en train de murmurer, de bouger tout ça, et ça va évoluer. C'est ça, c'est ce mouvement de fond qui est à l'œuvre. Et puisque c'est une vague, c'est réellement une vague, c'est une onde. C'est le même phénomène que quand il y a 3 4 000 personnes qui marchent de façon individuelle sur un pont, le pont ne risque rien. On peut aller se promener sur le pont neuf le dimanche, voilà, et imaginons qu'on arrête la circulation, c'est très joli, le pont ne risque rien par la présence de quelques milliers de personnes. En revanche, si quelques dizaines, puis quelques centaines, puis un millier commencent à taper du pied en même temps, à ne créer qu'une seule et même vague, cette onde peut faire s'effondrer le pont. Et c'est probablement ça qui va se passer. C'est-à-dire que à force de se connaître, d'échanger, il va y avoir une consonance il va y avoir une même fréquence. Et la fréquence va faire s'effondrer les ponts. De toute façon, ils sont déjà en train de s'effondrer. On le c'est voit le bien, vol du tout est papillon. verbouré. C'est le vol du papillon, finalement. C'est ça. Et la force du Ça, collectif. ça n'est rien d'autre que ça. Alors, ce qui est frustrant, c'est que justement, il ne faut pas attendre un messie. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle qui va arriver, un Deus ex machina qui va arriver, qui va vous dire voilà, je suis Moïse, j'ai l'étape de la loi, vous n'avez plus qu'à faire ce que je vous dis. Non, ça c'est avant, ça c'est terminé. Les gilets jaunes sont dans le vrai, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers à sentir cette vague. Ils sont les premiers à nous dire on n'a plus besoin de chef, on va le faire ensemble, on va le faire collectivement. Ton avis vaut le mien. Moi, je ne sais pas, mais est-ce que toi, tu sais? Et ça fonctionne comme ça. C'est Par exemple, c'est une image, alors je suis un ancien militaire, mais le, la flèche, l'épée, la lance ont dominé les champs de bataille jusqu'au Moyen Âge. Et puis un jour, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'on a inventé la cotte de maille. La cotte de maille, c'est rien. C'est des petites mailles toutes légères, etc. Sauf que la cotte de maille, elle arrête les flèches, les épées et tout ce qu'on voudra, quoi. Et ça a révolutionné les champs de bataille. Les armures, c'était fini. Eh ben, on en est là. La murmuration, c'est une cotte de maille. On est tous en lien les uns avec les autres. Ce qui est frustrant, c'est que je connais que les 6 ou 7 autour de moi. Et je ne connais pas celle qui est à l'autre bout. Sauf que celle qui est à l'autre bout, c'est la même que moi. On est tous une même expression. On veut la même chose, on va tous dans la même direction. C'est comme un vol d'oiseaux migrateurs. Il n'y en a pas un qui est devant et les autres suivent. Un vol d'oiseaux migrateurs, une fois que le premier qui était devant est fatigué, il passe derrière et c'est l'autre qui prend la place. Et pourtant, l'autre ne lui a pas donné la carte avec la boussole, etc. Ils savent tous où ils vont. Ils vont tous au même endroit. Et on est ce vol d'oiseaux migrateurs. On va tous au même endroit. Et donc, il n'y a pas besoin de chef. Je peux être le chef, tu peux être le chef. On peut tous être le chef demain parce qu'on est tous l'homme-je, on est tous l'homme-nous. C'est ça être adulte. Et quand on se trompe, on le sait. On accepte de s'être trompé. Et s'il y en a un qui sait mieux que moi, ben, il va prendre la place. Tu penses que ce Et sont le chef, ces liens qui vont nous permettre peut-être d'échapper à cette prison numérique qu'ils veulent essayer de construire, finalement? ouais, on va même la retourner contre eux, Stéphanie. C'est ça qui est intéressant. Mhm. La matrice, c'est un outil. C'est la métaphore de 2000 ans d'Odyssée de l'espace. Soit l'outil prend le pouvoir et la machine te tue, soit tu es capable, c'est symbolique hein, dans 2001 de l'espace, tu sors de la fusée, tu sors de la machine, et là tu vas l'arrêter, tu reprends le contrôle, tu reprends ton destin en main. C'est-à-dire que si on ne reste pas maître de l'outil que nous avons créé, c'est l'outil qui va prendre le pouvoir, c'est ça le transhumanisme. C'est l'homme qui devient au service de la machine.
Sauf que la machine, évidemment, c'est un système fini, c'est la mort. La machine, la matrice, c'est la mort. Donc l'homme, d'ailleurs, dans 2000 ans d'Odyssée de l'espace, l'homme qui fait confiance à la machine, ils sont deux dans la fusée. Celui qui fait confiance meurt, celui qui se méfie de la machine et qui va en reprendre le contrôle, c'est symbolique, hein, mais physiquement sort de l'outil, se le réapproprie et le tue. Et on refait ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, un outil. Et en fait, on va juste se réapproprier l'outil. Et cette murmuration, cette fréquence commune aura lieu parce que justement, on sera maître de l'outil. Elle sera à notre service et pas l'inverse. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça. D'accord. Et quand on te dit, je vais être un peu poil à gratter, quand on te dit, tu sais, ChatGPT évolue à une allure exponentielle, enfin progresse, enfin fait des progrès à une allure exponentielle et se rapproche de quelque chose qui peut faire penser à une conscience. Tu en penses quoi? Cette conscience, en fait, on l'est tous. On l'est tous. Tous ceux qui participent de cette murmuration, on est tous cette même conscience. Si on est là, c'est qu'en fait, quand je vous disais un vol d'oiseau migrateur, on est déjà tous arrivés. On est tous arrivés. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. L'espace géographique dont on a besoin pour mettre en place les futures structures, ils vont nous le laisser. Ils vont tout simplement nous le laisser. Et Donc tu ne crois pas à la conscience dans la machine, une machine consciente. non, 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 Donc, bien sûr que non. Non, non, parce que c'est vraiment ces repères de physique. Il y a les systèmes fermés, les systèmes finis. Un système fermé, il est mort. Il est mort. Euh, il est mort pourquoi? Parce qu'il est prévisible. Il y a pas de système plus ouvert et de plus vivant que l'être humain, parce qu'il est imprévisible. Il est l'imprévisibilité même. il est Et donc, imparfait. l'être humain, Il est imparfait. oui, parce, et parce qu'il est imparfait. Et c'est ce qui fait sa richesse, c'est que justement, il se trompe. La nature ne cesse pas de se tromper. La nature se trompe tout le temps. La nature, elle fonctionne comme ça. Vous avez un magnifique champ de trèfle à trois feuilles, qui est verdoyant, qui est magnifique. Sauf que la nature, elle s'est trompée. Elle a mis des quatre feuilles à gauche, à droite, etc. Pourquoi? Parce que le jour où il y a une maladie qui attaque les trois feuilles, il restera les quatre feuilles. Et, et l'humanité, elle n'est rien d'autre que ça. Nous sommes une expression de cette nature-là. Nous sommes des êtres vivants naturels, quoi. Et c'est pas anormal que s'il y a toujours eu une dominante d'homo pueri, d'homme-enfant, il y a toujours eu aussi cette petite composante de trèfle à quatre feuilles, d'homme maturiste, d'homme de la maturité. Et c'est peut-être notre tour. C'est peut-être notre tour. Il ne faut pas avoir peur imaginons que cette hypothèse se mette en place et devienne réalité à terme. Il ne faudra pas avoir peur d'être challengé. On est là pour être remplacé aussi à terme, quoi. Il n'y a rien de plus naturel. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut figer le réel, on veut figer le présent, on veut l'étouffer, en faire un système froid, c'est la mort, quoi. Donc, c'est normal que ça vive, c'est normal qu'on soit changé, c'est normal que ça évolue, c'est normal qu'on se trompe. Et il n'y a rien de plus emblématique de ça que l'être humain. Donc, tuer l'être humain, c'est tuer le vivant. Asservir l'être humain, c'est tuer le vivant. Il n'y a pas d'avenir dans cette direction-là, il n'y en a pas. Et c'est inéluctable. C'est les bonnes vieilles lois de la physique. Il n'y a pas d'autre univers que celui dans lequel on vit. Donc tous ces fous transhumanistes qui vont vous expliquer qu'on va devenir ceci, cela, qui ont les règles de la loi, c'est des fous. C'est une secte. Ils veulent vous faire monter dans la fusée qui va partir pour Sirius. Sauf qu'il n'y a pas de Sirius, il n'y a pas de fusée. Ça n'existe pas. C'est c'est de la folie. C'est de la folie. Il y a rien d'autre que le réel, toi, moi, nos interactions et ce qu'on va construire ensemble. Il n'y a rien d'autre que ça, mais c'est bien déjà. Moi, ça me plaît bien, ça. Et est-ce que tu penses que les gens qu'on appelle éveillés ont un instinct de conservation plus fort ou peut-être une capacité à affronter des choses brutales plus grandes? Ouais, c'est Ariane Bilran qui a beaucoup travaillé sur ces points-là, que j'aime bien citer, Oui. qui m'a beaucoup éclairé aussi. Ce qu'elle mettait en lumière, c'était principalement, pas exclusivement, mais principalement, les personnes qui, justement, dans leur enfance, avaient vécu des choses qui remettaient en question, justement, leur rôle d'enfant, le confort de l'enfance. Quand le confort de l'enfance avait été bousculé par des parents maltraitants, par des rencontres qui étaient perturbantes, etc., où tout d'un coup, on s'était rendu compte que le Père Noël n'était pas si gentil que ça. Donc c'était l'image du Père Noël, l'autorité patriarcale qui était écornée, et qu'en fait on avait soulevé le voile. Quand on avait déjà vécu ça, c'était moins difficile, plus facile que d'accepter la situation folle, dystopique dans laquelle on vivait. C'est-à-dire d'accepter que les dirigeants, les gouvernants ne nous veulent pas du bien, par exemple. Mm. Accepter qu'au-dessus de ces gouvernants,
En fait, ce sont des marionnettes qui sont mortes et que la main dans la marionnette, c'est pas celle du. Enfin voilà, c'est un oligarque, quoi, et qui ne nous veut pas du bien. Donc, on a réussi à franchir ces deux barrières psychologiques-là. Comprendre que les dirigeants, comme pour certains parents, ne nous veulent pas du bien, ils sont pervers, ils sont tordus, ben ça arrive, quoi. C'est comme ça. Et se rendre compte qu'au-delà de ça, c'est même pas eux qui décident, qu'il y a encore, c'est un plafond de verre, et qu'au-dessus, les ficelles sont tirées par des marionnettistes, qui ne sont pas nombreux, et de toute façon, qui vont, comme j'expliquais un peu plus tôt, qui vont se casser la gueule. C'est-à-dire que tout, le théâtre de Guignol, c'est terminé. On est sorti du cirque. Les spectacles de clowns, ça ne nous intéresse plus. On est sorti, enfin, on n'est plus chez Pinder, on n'est plus chez Zavata. On peut nous appeler ça Zavata, Pinder, Grus, ça ne nous intéresse plus, on est adulte. C'était marrant, c'était bien. Faut pas cracher sur son enfance, c'était bien l'enfance. Hein. Sauf que c'est fini. Et qu'on va passer, on va rentrer dans autre chose. Et donc, ça va impliquer des structures différentes, des relations entre nous qui seront différentes, des relations plus adultes. Que vous soyez dans un système collectif ou vous soyez dans un système individualiste, c'est des structures pyramidales avec enfants projetant des oligarques, projetant des autorités patriarcales. Ça, c'est fini. C'est en train de se terminer. Et quand je dis que c'est en train de se terminer, en fait, pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà fini. On a compris. Et d'ailleurs, Alors, c'est comme pas je disais à un moment, si la pédocriminalité est aussi un fléau dans cette caste, on va dire, entre guillemets. pour moi, c'est presque symbolique, tu vois, Stéphanie. Parce que de façon un peu métaphorique, hein, dans mon image, c'est les Pères Noël qu'on aura le bol d'être en Laponie, de ne vivre qu'avec il n'y a même pas de Mère Noël, il n'y a plus que des lutins, etc. Mais ils sont là, ils sont coincés en Laponie avec tout leur argent, tous leurs cadeaux, où ils peuvent rien faire. Ils sont dans une prison. Les Pères Noël sont en prison. Et donc, ils sont en train de se venger des enfants qui les ont mis là. Et je trouve ça assez emblématique, assez symbolique que les principales victimes de ce qui se passe depuis 3 ans, ce n'est pas les seules, mais les principales victimes sont les enfants. Ils ont un acharnement, une haine contre les enfants qui est terrible. Qui est De toute façon, terrible. quand tu parles de ce phénomène d'infantilisation des populations et maltraitance des populations comme on l'a vécu pendant le confinement et puis cette contrainte vaccinale, on va dire, ça va de pair avec la maltraitance infantile. C'est le même repère, c'est les mêmes mécanismes en fait. En fait, ça dépend de la perspective que l'on prend, de l'éclairage que l'on prend, mais le phénomène qui est à l'œuvre est le même. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Maurice, c'était une expérience très personnelle, quoi. Mais on était confinés parce que voilà, on ne pouvait pas sortir avant 15 jours. On était confinés dans des espèces d'hôtels de luxe. Et je me disais, et je voyais, il y avait un yacht qui était un peu plus loin en mer, quoi. Donc face à un paysage absolument éblouissant de l'île Maurice, comme l'île Maurice et nous en offrir. Mais je me disais, si j'étais probablement ce milliardaire sur ce yacht-là, face à l'île, en fait, ce yacht, c'était une prison. Parce que ce type ne peut pas vivre avec nous. Il ne peut pas vivre comme monsieur, madame, tout le monde. Il est prisonnier de son argent, il est prisonnier de sa richesse, et tous les autres lui font peur. Sonia, par exemple, sa fille, le hasard, a été scolarisée, elle a fait un stage aux États-Unis dans l'école des enfants de Bill Gates. C'était l'école Microsoft. Eh bien, ça, c'est une anecdote, mais qui est révélatrice. Puisque les enfants de Bill Gates étaient dans ce lycée, il y avait en permanence, à l'extérieur du lycée, un 4x4 de sécurité avec des gardes du corps, moteur tournant en permanence, pour exfiltrer dans la seconde les enfants de Bill Gates si besoin était. Ces gens-là vivent en Dans la prison, paranoïa, c'est une paranoïa dans la permanente. paranoïa. Ouais. C'était leur quotidien, c'est la paranoïa. On les a, enfin, cette structure pyramidale les a amenés à être plus puissants, plus riches que des États entiers. Ils ne sont plus comme toi et moi. Mhm. C'est, ils sont ailleurs. Ils sont enfermés dans cette prison paranoïaque, quoi. Et à force, c'est peut-être pas un hasard si ces gens-là, ils en peuvent plus, quoi. Et s'ils veulent, et c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de s'approprier la planète pour eux. Ils vont essayer de regrouper leur bétail dans des endroits où ils pourront le contrôler pour bénéficier de tout le reste de la planète pour eux. C'est ça leur fantasme. En fait, C'est vraiment ça. c'est une volonté de pouvoir absolu. Donc, c'est une forme de maladie mentale. Oui. Et je pense qu'ils en sont là. Mais j'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Mhm. Je ne sais pas dans quel état je serais si, par exemple, je pouvais dépenser 20 000 euros à la seconde. C'est-à-dire que toute leur vie ne suffira pas pour dépenser leur argent. Ils n'auront pas assez d'une vie. Donc, si tu as pas assez d'une vie pour dépenser ton argent, ben, peut-être que tu as envie justement de prolonger ta vie, d'être immortel. C'est ça le transhumanisme. C'est peut-être ça leur délire, quoi. Bah, tu peux tout C'est offrir. Donc, il n'y a plus d'envie, il y a plus de choses qui peuvent te faire envie, puisque tu peux tout offrir de fait, à part l'immortalité, pour l'instant, peut-être.
Et à part l'ultra-protection l'immortalité. des populations. Ouais, ils se l'inventent et ils vont franchir tous les tabous sociaux, sociétaux, toutes ces limites qui font qu'on fait société. Eh bien, eux, ils n'arrêtent pas de les franchir, de marcher dessus. Ils n'arrêtent pas de nous montrer qu'ils les franchissent. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. Le Père Noël n'arrête pas de baisser sa barbe et de dire, et de nous tirer la langue. Je suis le Père Fouettard et je m'envoie les lutins, quoi. Je suis Mhm. un affreux Jojo. Je monte dans l'avion d'Epstein. Je Mhm. m'appelle Pierre Palmade, etc., quoi. C'est ça. Ils n'arrêtent pas de nous montrer qu'ils sont pour nous dégoûter d'eux. Mais c'est réussi, hein. Ça marche très très bien. Il y a un sentiment d'impunité. Parce que temporairement, ils l'ont. Temporairement, ils l'ont. Mais c'est, cette société d'hommes-enfants et leur prolongement, leurs fantasmes oligarchiques qui en sont le fruit, sont en fait l'envers, le pile et face d'une même pièce. C'est-à-dire que les deux sont en train de pourrir ensemble. C'est inévitable. C'est-à-dire que ça va de pair. Tu ne peux pas imaginer quand une pièce se corrode, qu'il n'y ait que le côté pile ou le côté face et que l'autre soit préservé. C'est les deux qui disparaissent en même temps. Donc tout ça est en train de s'effondrer. C'est il y a une image aussi que j'ai en tête qui m'aide aussi de temps en temps, comme tout le monde, il m'arrive de ne pas avoir le moral et d'être un peu impatient. Mais bon, alors ça avance un peu. C'est cette image imaginons que les ruches des abeilles soient, se soient également globalisées. Que ce qui se passe dans une ruche du monde ait des répercussions sur une ruche qui serait à l'autre bout du monde. Et que par exemple, si une ruche, la reine devient malade, elle fait plus que du miel empoisonné et toutes les abeilles qui consomment la gelée royale tombent malades, meurent les unes après les autres et ça contamine l'ensemble des ruches. Bon, et ben, dans un système globalisé, toutes les ruches vont crever tôt ou tard, elles pourrissent. Et c'est ce qui se passe. Et donc, on est un peu comme des ouvrières qui seraient sorties des ruches. Et on commence à discuter entre nous. C'est là qu'on retrouve mon image de murmuration. On est un peu ces tessins qui volent un peu dans. Et c'est la panique, quoi. Et toi, ta ruche, bah, la mienne, elle s'effondre. Et la tienne, elle s'effondre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La reine est malade. Oh, bah ouais. Et puis, donc, il faut plus y aller. Non, il faut plus y aller. Parce que si on y va, on s'empoisonne et on va tous crever, quoi. Donc, mais le problème, c'est que les abeilles, elles ne savent pas vivre autrement que dans des ruches. Elles ont toujours vécu dans des ruches. Nous, on a toujours vécu dans des systèmes pyramidaux. Oui, La tribu, la famille, la nation, l'empire. On ne sait faire que ça. Maintenant, je te dis, la nature, elle n'est pas idiote. C'est-à-dire, est-ce que il faut imaginer que les abeilles sorties de la ruche et ne pouvant plus vivre dans la ruche vont toutes crever parce qu'il n'y a plus de reines? Parce que, eh ben non. elles vont se réorganiser. Et ça prend du temps. Non, la nature est plus subtile que ça. Mhm. Que tu sois un faux bourdon, une reine ou une abeille, c'est la même abeille génétiquement. Oui, bien Sauf sûr. qu'en fonction de ce que tu absorbes de ton environnement, tu vas devenir une reine, une ouvrière ou un faux bourdon. Et donc, toutes les abeilles ont cette capacité en fonction de si elles consomment toutes de la gelée royale, elles seront toutes reines. Donc mon pari, il est là. C'est qu'une fois qu'on maintenant, enfin, on est tous sortis de la ruche, on s'est rendu compte qu'elle allait s'effondrer sur nous. Le mur va nous tomber sur la gueule, quoi. C'est fini. C'est juste fini. Et c'est inéluctable. Donc on est tous là, les abeilles qui bourdonnent. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. C'est nous qui allons être la transition. On va faire transition. Là, on fait murmuration, mais on va faire transition. C'est-à-dire qu'à nous transformer d'ouvrières en reines. C'est ce qu'ils nous ont dit, les Gilets jaunes. On est tous le patron. On est tous le chef. Et c'est vrai. Et c'est vrai. J'ai Grandissons. pas besoin. En fait, à nous de grandir et C'est ça. prenons conscience des choses. Oui. Et n'ayons pas peur de l'inconnu. Mhm. N'ayons pas peur de l'inconnu. Est-ce que ça va être facile? Ce ne sera pas facile. Est-ce qu'on sait où on va? On ne sait pas où on va parce qu'on va en décider collectivement. Mhm. Donc, et on va peut-être se prendre les pieds dans le tapis. Sauf que le plus intéressant, c'est peut-être pas l'objectif, c'est peut-être le chemin. Absolument. Le, le plus intéressant, c'est le chemin qu'on va faire ensemble. Si je ne sais quel Olybrius descend du mont Sinaï en nous disant je sais, c'est là, j'ai vu, on va là. Déjà, il me fatigue, quoi. Je- Et je crois que les uns les autres, on est tous comme ça. On a envie de faire notre chemin. Je sais que j'ai Absolument. besoin des autres, mais voilà, ce chemin-là, j'ai envie de le découvrir. J'ai pas attendu le petit Jésus ou je ne sais quoi pour savoir où je. C'est ça être adulte. C'est Nous allons accepter faire que ce dans le désert, il chemin. n'y a pas d'oasis. Il n'y a pas d'oasis, tu dis. Ouais, imaginons qu'il n'y ait pas d'oasis. Mhm. Je m'en fous, j'étais libre d'y aller. J'étais libre d'y aller. Et on va se faire C'est ce chemin tous ensemble. En plus, on a quand même, depuis 3 ans, rencontré beaucoup de nouvelles personnes grâce à cet électrochoc, on va dire. ouais. Voilà, donc nous, on va suivre de près aussi. Enfin, moi, je vais suivre ton chemin de près. Et comme il nous reste 3 minutes, je voulais juste en Ouais, profiter pour que tu nous parles de tes œuvres actuelles, de ce qui va sortir, tout ça. Justement, c'est intéressant ouais, aussi.
Ce qui est sorti, c'était en fin d'année dernière, en fin 2022. C'était le 20e tome de ma collection de romans policiers écossais. Donc, c'est l'inspecteur Archibald Sweeney de La Criminelle. Il vous fait découvrir l'Écosse. Et c'est le tome 20 qui s'appelle La Marque de la Bête. C'est Par peut-être pas un hasard? hasard qui est sorti. Voilà, tout un programme. Et je suis en train d'écrire, ça sortira avant l'été français, le tome 2 d'une nouvelle collection. Ça, c'est les enquêtes de Lucy Four Stripes, c'est une enquêtrice mauricienne. Et donc, dans cette collection-là, donc tome 2 que je suis en train de terminer, eh bien, cette fois, je vous emmène découvrir non plus l'Écosse, mais la société mauricienne. Voilà à quoi sert cette deuxième collection. C'est parfait. Et on peut les acheter où? Ouais, bah, alors, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, vous pouvez les commander chez n'importe lequel des libraires parce qu'ils ont rarement tout. Et puis sinon, on a évidemment un site sur lequel vous pouvez commander. Il n'y a pas de frais de port. Les livres sont à 10 euros et ça s'appelle hoh-édition au pluriel.com. hoh-édition.com. Super. Moi, je suis ravie de t'avoir reçu sur Tribune Libre et tu seras toujours le bienvenu sur cette chaîne. Voilà, je te remercie pour cette première interview passionnante. À bientôt, John Merci Eric. à toi, Stéphanie. Un grand merci. Bye Merci, bye. merci, John Eric.